We'll just give people some time to come in. Sure. Bonjour à nous tous et soyez le bienvenu pour cette séance de webinaire qui va se focaliser sur la préparation et présentation des tableaux de bord opérationnels et analytiques. Cette séance sera présentée par moi-même. Je me nomme Peter Tendo Tebon et je suis conseiller senior en suivi et évaluation pour le projet ASAP 2. Slide, please. Oui, nous avons quelques remarques très importantes à noter. Ce serait mieux que vous nous mentionnez vos noms et votre institution là où vous travaillez. Là, ça nous permet de avoir une idée sur ceux qui ont participé à cette réunion ou bien ceux qui participent à cette webinaire. Il y a aussi en bas de votre écran, vous allez voir un onglet là nommé Q&A, c'est questions et réponses. Ici, il faut utiliser cet onglet pour poser vos questions et nous allons prétendre apporter des réponses aux différentes questions que vous allez poser. Aussi, au courant de cette présentation, nous aurions certaines questions qu'on va juste pour poser et pour voir si on comprend les différents slides qu'on est en train de présenter ou bien les différentes informations qu'on veut passer à travers ce webinaire. Donc là, vous serez appelé aussi à cliquer sur la bonne réponse. Et juste après quelques minutes, nous aurions peut-être la fréquence de réponse qu'on aurait récoltée. Et comme toujours, pour tous les webinaires qu'on fait avec ASAP, nous avons un lien où vous pouvez facilement accéder et gratuit, c'est gratuit, vous pouvez accéder aux différentes ressources que nous avons dans le site web qui est en bas de cette diapo. Donc, vous pouvez facilement, même pour le webinaire actuel et les anciens, si vous accédez ici, si vous cliquez sur ce lien,
vous allez avoir, vous pouvez télécharger et utiliser ce lien, ce document à temps opportun. C'est gratuit et si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi nous adresser. On va essayer de porter des réponses. Slide, please. Oui, comme vous le savez, ASAP, c'est un projet qui est mené par IntraHealth et qui a pour but de préparer rapidement les partenaires locaux pour qu'ils aient les capacités et les ressources nécessaires pour servir de partenaires principaux pour la programmation de l'USAID. Conformément au processus ou procédure de l'USAID et du PEPFAR pour la mise en œuvre du programme PEPFAR au cours de l'exercice 2022, 2023 et voire 2024. Et l'objet, c'est que le financement PEPFAR à travers USAID, que 70% soit géré par les partenaires locaux au lieu de partenaires internationaux. Donc, pour y arriver, il y a deux objectifs qu'on mène depuis. Soutenir les partenaires locaux lorsqu'ils se préparent à recevoir des fonds du PEPFAR en tant que partenaire principal de l'USAID afin de se conformer aux réglementations et préparer les partenaires des pays à gérer, mettre en œuvre et assurer le suivi et maintenir la qualité de la performance. Quand vous êtes en train de vouloir préparer vos demandes de financement, ASAP peut venir à votre aide dans certains domaines. Et si vous avez déjà eu ce financement, ASAP est aussi appelé à venir vous apporter des appuis pour assurer que vous adhérez aux normes de financement de PEPFAR USAID. L'objet, c'est pour que vous soyez tellement en mesure de répondre, à avoir une bonne performance. Quand il y a un financement, nous n'aimerons pas que les gens qui ont le financement échouent. Donc, tout le monde qui a un financement a comme but pour réaliser les objectifs et les cibles qui sont inscrits dans le projet. Donc, ASAP vient à cette époque-là pour vous assurer et accompagner pour la réalisation de vos objectifs. Slide, please. Et ASAP 1 et 2, à date actuelle, nous avons déjà eu jusqu'à soutenu 126 organisations dans 18 pays. Vous voyez à votre gauche, il y a des chiffres et vous voyez à votre droite, vous allez voir les différents pays où ASAP a déjà apporté des appuis en Afrique. Et oui. Nous avons aussi 113 organisations partenaires avec qui nous travaillons et 13 partenaires gouvernementaux. Ça veut dire ceux qui ont déjà eu aussi le financement et ASAP apporte des appuis. Donc, nous n'apportons pas des appuis uniquement pour les ONG. Il y a aussi des structures étatiques que ASAP apporte des appuis pour assurer le bon fonctionnement du projet. Slide, please. Et les pays où ASAP a travaillé jusque-là, nous avons l'Angola, comme vous voyez, par ordre alphabétique. Nous avons 18 pays, comme j'ai bien dit, et nous avons l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RDC, Estonie, l'Éthiopie, le Lesotho, le Malawi. Dans l'Afrique occidentale, nous avons Namibie, le Nigeria, le Sud-Soudan, l'Ouganda. Et pour ASAP 1, nous avons aussi apporté des appuis au Kenya, à Mozambique, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie. Donc, au total, 18 pays en Afrique ont déjà bénéficié de l'appui de l'ASAP pour faciliter l'accès au financement USAID et aussi faciliter la bonne mise en œuvre du projet USAID dans la phase préparation et dans la phase de mise en œuvre elle-même. Slide, please. Oui, comme je disais tantôt, vous pouvez facilement avoir accès aux différents webinaires que ASAP a eu à présenter au monde et à travers le lien que vous avez en bas de votre écran, www.intrahealth.org.asap
les ressources. Si vous cliquez ici, vous allez voir tous les différents webinaires qu'on a eu à faire à nos jours. Comme je disais, nous avons déjà diffusé 103 webinaires pour au minimum 20 000 participants dans 60, ressortissant de 76 pays. Page, next slide, please. Et nos webinaires sont présentés en anglais et aussi en français. Donc, en téléchargeant, vous aurez la possibilité de choisir la langue où le webinaire sera, que vous pouvez télécharger. Ça peut être en anglais. Et là, vous allez cliquer et faire le choix en français, en anglais et en portugais. Donc, tous les webinaires que nous avons eu à faire à nos jours sont accessibles dans 3 langues différentes, le français, l'anglais et en portugais. Slide, please. Un exemple de notre webinaire, le plus récent qu'on vient de faire, c'est comment rédiger un abstract scientifique à base même de les informations on peut toujours utiliser le contenu pour améliorer la manière où nous élaborons nos différents rapports, les rapports d'activité, les rapports périodiques, donc les différentes étapes à suivre, ou bien même certaines expressions de langue à honorer afin à ce que le contenu de nos rapports, le contenu même de l'abstract soit de bonne forme. Donc, si vous téléchargez cet abstract, vous allez avoir un bon guide qui va vous aider, même des liens des liens à des professionnels qui peuvent vous accompagner dès le début jusqu'à la fin où vous êtes en train d'élaborer vos abstracts. Je dis surtout pour les structures où il faut peut-être faire apparaître les leçons apprises, les différentes leçons apprises pendant la mise en œuvre de l'activité, les activités du projet. Ce serait mieux de télécharger ce webinaire et là, ça va vous guider sur la meilleure manière de présenter vos différents abstracts et même ça va vous introduire même à des ressources de professionnels, ceux qui ont déjà eu au moins 2 à 3 abstracts communs qui peuvent vous accompagner dès le début jusqu'à la fin de l'élaboration de cet abstract. Slide, please. Nous avons quelques webinaires qui sont programmés pour l'année 2024. Nous avons la recherche opérationnelle, l'apport des données du programme. Celui-ci va se dérouler en janvier 2024. Nous allons aussi faire l'analyse avancée pour la prise de décision et l'action reposant sur les données. Nous programmons faire ce webinaire aussi en janvier 2024 et en langue en français. Il y a aussi d'autres webinaires qui sont envisagés pour l'année 2024 en anglais. C'est webinaire comment organiser un comité de pratique. Il y a aussi la Data-Driven Decision Making qui sera organisé en 2024, en février. Et Operational Research, on va encore revenir sur ça avec des mises à jour. Et le dernier sur comment utiliser les données pour faire des recherches opérationnelles. Nous envisageons faire ça en février 2024 et aussi on va encore refaire Writing of Abstract en mars 2023. Et en anglais, pour l'audience, ceux qui maîtrisent mieux l'anglais que le français, on va encore faire Advanced Analytics for Data-Driven Decision Making and Action. Vous aurez les invitations pour ce webinaire au moment donné. D'ici peu, vous aurez des invitations dans vos boîtes email pour vous dire exactement quand aussi on a confirmé ces dates ou pas. Et là, vous serez invité à vous inscrire gratuitement, comme vous avez aussi inscrit pour ce qui se passe maintenant. Slide, please. Bon, le présentateur du jour, c'est toujours moi, comme je vous ai dit. Slide, please. Oui, pour le sujet d'aujourd'hui, voici les grands aspects qu'on va discuter. Nous allons parler un peu des sources de données. Nous avons parlé de la soumission des données et aussi quelques options de visualisation. Et on va aussi faire projeter l'exemple de visualisation qu'on a eu à faire dans
un ou deux projets qui est financés par le USAID. Et aussi, nous allons faire le cas pratique de visualisation qui a été fait dans un pays, en Côte d'Ivoire précisément, pour un projet sur le produit sanitaire. Slide, please. Oui, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, je vous rappelle souvent qu'il y a plusieurs types de sources de données que nous avons à notre disposition. Certains projets, ils appliquent parmi les trois sources de données, il fait un mélange pour faciliter la collecte de données. Nous avons des données papier, des sources papier comme pour utiliser par exemple les différents registres. Ça peut être un registre au niveau de la formation sanitaire, ça peut être un registre au niveau de la formation de l'OBC, ça peut aussi être même des structures gouvernementales qui n'est pas peut-être une formation sanitaire. On utilise aussi les bloc-notes. En certains cas, on peut faire les interviews, les focus group discussion. Peut-être en utilisant le bloc-notes, on capte les informations primaires et là, ça nous permet de faire des analyses approfondies. Certains programmes aussi utilisent les applications informatiques, les logiciels. Par exemple, ils utilisent Excel, Info, Access et Console en standalone, ça veut dire ces applications qui ne sont pas connectées au réseau. Et vous avez ça sur votre ordinateur, vous captez l'information et vous faites les analyses uniquement sur votre ordinateur. Même les différents visuels que vous faites, c'est uniquement dans votre ordinateur. À nos jours, on fait déjà la saisie en ligne à travers des applications mobiles. La plupart des projets aujourd'hui utilisent ça. Au moins, pour limiter les personnes qui ont accès à faire cette saisie en ligne. Et ceci nécessite un site web pour faciliter la saisie. Et ça nécessite aussi la disponibilité de, de l'Internet, au moins à un temps donné pour permettre de charger les données déjà saisies. Un exemple typique, c'est peut-être l'application d'Atim que ceux qui gèrent les projets USAID utilise ce temps pour permettre à répondre, à saisir les différents niveaux de mise en œuvre des indicateurs de progrès. Nous avons aussi le District Health Information System et il y a beaucoup des applications open source qu'on peut utiliser en ligne pour faire ces saisies. Ça dépendra maintenant de la structure de faire le choix de l'application à utiliser. Je sais que pour USAID, ils ont développé leur DATIM en se basant sur DHIS2 et tous les projets les projets PEFA sont appelés à utiliser cette application. C'est une application en ligne. Slide, please. Oui, nous venons de parler sur les différentes sources. Une fois collectées les données, il faut avancer maintenant sur le traitement de ces données. C'est un fait, le traitement, la soumission, pardon. C'est un fait, la soumission. Quand tu as collecté les données, ils font ça en transportant ces différents rapports physiquement. Ça quitte peut-être de la périphérie au niveau intermédiaire pour la saisie et peut-être au niveau central pour la saisie. Certains aussi envoient le message électronique ou par WhatsApp. Peut-être vous êtes en train de faire la campagne de distribution de moustiquaires dans une région donnée, peut-être pour avoir le niveau d'atteinte ou le niveau de mise en œuvre par jour, pour désigner les gens qui avaient les rapports où on doit vous envoyer par WhatsApp ou dans un groupe WhatsApp où peut-être quelqu'un indiqué une personne est spécialisée pour faire ces analyses afin de donner l'état d'avancement journalier et même semestriel. Donc, on peut aussi faire ce transport par le mouvement physique même du rapport et peut-être les envois électroniques par la messagerie. Si c'est un système qui est basé sur un réseau local, oui, là, il y a un protocole spécifique de transfert de fichiers sécurisés afin de réduire l'accès par des personnes qui ne sont pas autorisées à avoir accès à ces données. Ça c'est le cas de personnes qui traitent les données sanitaires qui concernent peut-être la prévention
le VIH dans la population clé, ce serait nécessaire que quand ce transfert est fait, on fait de telle manière que c'est uniquement ceux qui sont habilités à avoir ces données qui ont accès. Si vous faites un transfert, vous ne délimitez pas les personnes qui peuvent avoir accès à ces données. Normalement, les personnes tierces qui ne sont pas appelées peuvent avoir accès et qui peuvent avoir des préjudices sur la mise en œuvre de ce projet. Vous pouvez imaginer une situation que vous-même, vous avez fait votre test VIH et peut-être au quartier, on vous dit que bon, vous êtes positif, même négatif, même quelqu'un vient vous dire que bon, je suis allé à l'hôpital, le système qu'on utilise pour transférer les données à travers ce système, moi j'ai eu accès et je connais déjà votre statut. Ça pourra vous déranger et donc il faut vraiment définir comment faire ce transfert afin de, 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 de respecter la confidentialité des données tellement sensibles. Aussi pour la saisie des données en ligne, comme je disais, quand il y a le site web, on fait la saisie des données et l'importation directe. Comme je disais, il y a le DATIM, le DHIS2, et en résumé, nous constatons que la plupart des projets qu'on a eu à travailler avec à ce jour, la plupart utilisent au moins deux types de méthodes pour la collecte et la transmission des données. Vous allez voir ceux qui utilisent le fichier papier à un certain niveau, peut-être la collecte quand ils sont en campagne, si peut-être c'est ceux qui font la prévention du VIH en communauté. Le moment où ils sont en train de discuter avec les sex workers, les travailleurs de sexe, peut-être l'information ou les réponses recueillies au niveau du travailleurs de sexe sont collectées directement sur papier avant de les transcrire sur les tablettes. Donc, tu vas voir qu'en même temps qu'on utilise la version papier, on utilise aussi la version digitale avec accès servant des tablettes. Donc, la plupart de nos projets aujourd'hui utilisent au moins deux types de méthodes pour la soumission des données, même deux types aussi de méthodes pour la collecte de données. Slide, please. Oui, une fois que nous avons fait une collecte de données, c'est normal de faire la vérification. Et cette vérification aide à nettoyer les données qu'on va publier, utiliser pour nos différents rapports qu'on va envoyer chez les bailleurs. Donc, nous faisons une vérification des données. Ceux qui travaillent souvent avec les applications dans leur logiciel peuvent aussi avoir cette vérification déjà introduite comme des différentes formules pour permettre à ce qu'une fois que vous saisissez, ça permet pendant votre saisie, ça corrige des erreurs. Même après, ça peut aussi faire des vérifications qui quitte à ce que ça vous donne des messages peut-être de vous demander de vérifier les différentes informations que vous avez saisies là pour assurer, pour améliorer l'exactitude des données et l'intégrité des données saisies dans la base. Et aussi, pour certaines personnes, il faut, une fois saisi, c'est au niveau de la hiérarchie qui doit faire une vérification. Il doit venir regarder, se rassurer, surtout pour les cas de ceux qui utilisent la version papier. Ils écrivent, ils remplissent les différents registres et peut-être pendant une période donnée, ils font le résumé dans les rapports d'activité et leur hiérarchie est appelée maintenant de venir faire la revue de le contenu de ce qui est dans ce rapport mensuel ou bien ce rapport périodique. Et en checkant le contenu de ce rapport périodique avec le contenu du registre, là, c'est une vérification physique avant d'envoyer acquis de droit pour la saisie à un niveau supérieur, par exemple. Donc, certaines personnes aussi, si c'est la saisie de projets où nous faisons la saisie peut-être là où on collecte les données primaires, oui, on limite aussi l'accès parce que celui qui saisit peut-être ne doit pas avoir la capacité de voir les informations saisies par une autre, le même collègue, mais qui travaille dans l'information sanitaire, qui travaille dans une ONG différente. Donc, vous pouvez possiblement
voir les informations saisies pour votre structure. Peut-être même les informations saisies par vous-même. Si vous êtes plus de 2 ou 3 qui saisissent les données, peut-être on peut limiter votre accès de voir seulement les informations saisies par vous. S'il y a aussi un autre collègue qui est à ce rôle de saisir les informations, vous ne pouvez pas voir ces informations. Donc, ce sont des limites, ou bien des limites d'accès qu'on donne à chaque système de collecte et de gestion des données en fonction du projet qu'on est en train de mener ou bien de notre capacité aussi, les capacités qui sont à notre disposition. Slide, please. Oui, nous donnons ici un exemple très, très simple, mais qui a l'air simple, mais la plupart des gens ne l'appliquent pas. C'est tellement nécessaire de faire cette vérification de données avant de faire des analyses. Ici, devant nous, on propose comment on peut faire peut-être vérifier si les informations saisies respectent les normes. Par exemple, vous allez voir là où c'est en jaune, on vous demande que le nombre de cas positifs qui a été collecté et saisi dans la base, normalement, doit être inférieur ou égal au nombre de personnes qui ont été testées. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous déclarez qu'il y a 10 positifs, et vous dites qu'il y a 9 personnes qui ont été testées, normalement, cette information montre que vous avez un problème avec la donnée que vous avez collectée et saisie. Et on vous demande aussi que le nombre peut-être de cas, des IST saisis, des IST positifs, ne doit pas, à un certain cas, être supérieur à ceux qui ont infecté par une IST quelconque. Par exemple, ça, c'est des petits checks qu'on fait, qu'on peut appliquer si on se sert de l'Excel pour faire notre saisie, la gestion des données, des petites vérifications, mais très importantes à faire pour faciliter, pour assurer que la qualité des données qu'on va rapporter est de bonne forme. Donc, ce sont des contrôles logiques. Souvent, on peut aussi développer des macros à l'intérieur de cette application pour que ça soit automatisé. Une fois que vous saisissez l'information, celui qui est responsable de saisir, il y a un pop-up menu qui vient vous dire non, l'information que vous avez saisie par rapport à une donnée déjà saisie, il y a un problème là. Donc, à vous maintenant de regarder et on va vous dire peut-être ce qu'il faut faire. Peut-être, comme j'ai parlé par rapport au nombre de cas qui sont positifs, si vous saisissez que le nombre de cas positifs est supérieur au nombre de cas testés, on a une erreur de message qui vous dit non, le nombre de cas positifs doit être égal ou supérieur ou inférieur au nombre de cas dépistés, par exemple. Donc, aussi là, quand nous faisons ce genre de contrôle, ça nous permet de faire des corrections. Là où nous voyons des cas aberrants, on est appelé maintenant de faire des corrections. Par exemple, ici, si vous voyez sur la ligne 14, sur votre écran, vous allez voir que le message qui est sorti là-bas, c'est false. C'est pour dire que peut-être les données qu'on a saisies pour cet individu, pour ce cas, ne répondent pas aux attentes. Donc, vous êtes appelé maintenant de revoyer vos données en se servant peut-être de différents formulaires primaires où on a collecté des données ou bien en faisant référence aux personnes qui auraient saisi de coups de téléphone, vous pouvez appeler, ou bien si c'est tellement significatif, pourquoi ne pas faire une descente sur le terrain pour cette vérification. Donc, voici certaines logiques qu'on applique pour Excel pour faire certaines vérifications basiques, mais très, très importantes où la plupart des gens en négligent. Slide, please. Oui, nous avons proposé, voilà, là c'est pour nous permettre de voir à la suite de notre conversation de tout à l'heure, ce qu'on vient de faire. On peut voir, nous avons deux questions qu'on veut tester pour voir si le message qu'on vient de passer là a une importance ou bien c'est bien compris. Donc, la première question est comment les validations peuvent être intégrées dans un formulaire Excel, par exemple. Bon, nous avons les options de réponse au réseau, le formule, la révision,
le Secure File Transfer Protocol, à vous de choisir. Donc, une seule réponse et on a à choisir souvent une seule réponse. Il y a aussi la deuxième question qui parle sur qu'est-ce qui n'est pas une méthode discutée de soumission des données. La collecte, le transport physique des rapports, le courrier électronique, la saisie en ligne et la confirmation verbale. Donc, vous avez quelque temps, 2-3 minutes à faire accrocher la bonne réponse et nous allons voir la fréquence de réponses qu'on aurait reçues et on va en parler juste un peu. Donc, vous allez voir, on va voir la tendance de ce rapport, de comment les gens ont leur répondu à travers la fréquence. Bon, nous avons comme la fréquence nous montre que parmi les 47 personnes qui ont répondu, nous avons pour la première question, il y a 92% qui ont dit les formules, qui est la bonne réponse. Et nous voyons qu'il y a 8% qui disent c'est le réseau qui, donc, je pense qu'il faut, c'est mieux de retenir que c'est la deuxième réponse qui est la bonne réponse. Il y a aussi, pour la deuxième question, qu'est-ce qui n'est pas une méthode discutée de soumission de données? Nous venons de discuter les différentes méthodes et je vois ici que la collecte, transport physique de papier, il y a 20% qui ont répondu. Il y a le courrier non et la confirmation verbale, 80% de personnes qui ont répondu. Et nous n'avons pas parlé de la confirmation verbale. Donc, ceux qui ont répondu la collecte, transport physique des rapports, nous avons parlé de ça une fois et il faut retenir que nous n'avons pas parlé de la confirmation verbale. Slide, please. Nous avons aussi un deuxième exercice. Quel est le symbole utilisé pour lancer une formule de validation dans un formulaire ou bien dans un modèle? Nous avons, c'est l'étoile, l'autre c'est, nous avons le point est égal, donc il faut choisir parmi les 4 options qui sont là-bas. Et en deuxième lieu, faut-il ajouter une fonction à la formule pour que le mot vrai ou faux s'affiche? Là, nous venons de voir comment faire le contrôle comment faire les validations des données. On avait parlé peut-être du cas de nombre de personnes dépistées positives qui est inférieur ou supérieur. Donc, est-ce qu'il faut, comme la question, faut-il une formule pour que le mot vrai ou faux s'affiche? Donc, vous avez encore quelques temps à répondre. Oui, pour la première question, 8% ont choisi la première réponse, option. 20% ont choisi la deuxième option et 72% ont choisi la troisième option. Normalement, sur la troisième option, il faut commencer avec égal. À notre cas, on pouvait commencer avec plus, mais maintenant, ici, nous avons travaillé uniquement avec égal. Donc, ceux qui ont choisi la première et la deuxième option de réponse,
ce serait mieux que vous revoyez encore cette page quand en téléchargeant, une fois qu'on va terminer ça, il faut savoir que quand il faut introduire les formules, c'est souvent bon de commencer avec égal ou bien plus. Mais nous avons parlé souvent de signe égal. Et on a aussi dit, faut-il ajouter une fonction à la formule pour que le vrai faux s'affiche? Nous avons 88% qui ont dit oui et 13%. Comment ça ne donne pas 100? 12% qui ont dit non. Normalement, c'est la première réponse qui est idéale, qui est bon. Donc, une fois, il faut ajouter une fonction là. Quand on fait une fonction, une formule, celui-ci avait une formule logique à l'intérieur, donc automatiquement, nous allons voir, par exemple, vrai ou faux, si la logique est respectée dans le champ qui a été identifié, où on voudrait que cette logique soit appliquée. Donc, nous allons voir automatiquement le mot vrai ou bien le mot faux, pas les deux. Slide, please. Oui, nous allons maintenant nous sommes appelés maintenant à parler sur les différentes applications qu'on peut utiliser pour faire les visualisations. À nos jours, c'est un domaine qui est vraiment d'actualité et beaucoup de projets, beaucoup de bailleurs de fonds exige qu'on fasse une bonne visualisation afin de bien présenter les résultats obtenus pour les différentes phases de la mise en œuvre d'un projet. Nous connaissons Excel. Certaines personnes connaissent aussi une application qui s'appelle Looker. Il y a d'autres qui utilisent Domo. Et il y a actuellement, on utilise Tableau aussi dans certains projets PEFA. Il y a aussi le Power BI, il y a Databox, il y a tant d'autres applications qu'on utilise pour faire la visualisation. Mais je sais que la plupart des gens utilisent Excel qui est accessible une fois que vous avez l'application Office installée dans votre machine. Et vous pouvez améliorer votre connaissance sur comment faire des différents dashboards, les visualisations qui permet à communiquer l'état d'avancement d'un indicateur ou bien le niveau d'atteinte d'un indicateur en comparant avec la cible, par exemple. Et aussi, nous évaluons, ça évalue les exigences de l'organisation en matière de logiciels et de programmes. Donc, nous faisons un rapport et un examen interne et on fait aussi la visualisation en passant par le Pivot, Excel et le Power BI. Et nous allons, au courant de notre présentation ici, nous allons vous faire voir quelques exemples de visualisation qu'on a eu à faire. On a aussi fait des dashboards qu'on a eu à faire à travers le Power BI et aussi à travers Excel. Slide, please. Oui, avant de continuer sur le diapo qui est devant nous, il faut aussi noter que nous aurions le comité pratique où nous allons prendre une étape peut-être pour développer les visuels, une étape aussi pour développer, pour faire un tableau croisé dynamique et approfondir pour améliorer la connaissance. Dans ces différents comités de pratique seront organisés en janvier, au courant du mois de janvier et en février. Et nous sollicitons que les gens aussi en participent parce que là, ça va faciliter la compréhension de tout ce qu'on est en train de parler ici. Donc ici, pour faciliter la visualisation en Excel, c'est très simple. Il faut aller sur la commande Pivot Table. C'est très simple. Il faut sélectionner le champ de données que vous voudrez faire ces différentes visualisations là-bas et vous assurer que vous n'avez pas fusionné des cellules. C'est des petits détails. S'il y a des cellules qui sont fusionnées là, peut-être votre commande là ne va pas fonctionner. Donc, une fois qu'on a sélectionné, il faut aussi qu'est-ce qui ne peut pas. Donc, en examinant les données, il faut savoir
qu'est-ce qui peut être examiné? Là, on passe par le pivot table, tableau dynamique croisé, souligner toutes les données et insérer un tableau croisé dynamique sur la feuille suivante. Là, à certains niveaux-là, on fait ce tableau dynamique croisé sur la même feuille. Vous pouvez avoir cette option de choisir de faire ça sur une autre feuille dans votre classeur en fonction peut-être de la dimension. Et là, ça peut aller. Et une fois que vous avez sélectionné le champ de données, vous avez aussi passé la commande de pivot table. Ce serait nécessaire de sélectionner les différents identifiants uniques qui vous permettent de faire peut-être le visuel que vous aimeriez produire. Et s'il y a souvent, il faut aussi définir les éléments, les variables qui vont servir dans les colonnes et les variables qui vont travailler en ligne. Avec ça, ça vous permet d'avoir à votre tâche, ça donne le résumé de données que vous avez à votre niveau. Vous pouvez avoir peut-être votre base à deux, peut-être, je peux dire 5000 lignes. Et avec le pivot table, ça vous permet maintenant de faire le résumé de tout ce qui est dans ce tableau pour certaines variables en forme de tableau et aussi à un certain visuel en fonction de ce que vous aurez choisi. Donc là, on fait aussi insérer graphique croisé. Donc, quand vous avez inséré là à l'intérieur de votre tableau pivot table, il faut aussi définir, demander, passer la commande qui est facile, pas très compliquée, d'insérer une graphique croisée. Là, une fois que vous avez peut-être les données qui doivent en résumé qui devaient sortir en forme de tableau, ça revient maintenant dans une graphique. Vous devez aussi appeler, vous êtes appelé maintenant à choisir le type de graphique. Nous avons travaillé avant-hier sur comment choisir les différents visuels. Donc, nous n'allons pas revenir sur ça. Donc, nous allons seulement appliquer les leçons apprises avant-hier sur comment choisir les types de graphiques. Donc, vous appliquez les formules que vous voyez là en flèche dans la zone, en jaune là, ça va vous donner les différentes options de graphiques. Et en fonction de l'information que vous voulez passer, vous allez faire le choix. Souvent, vous pouvez choisir un type de graphique. Et là, si vous voyez que ça, le message, l'audience que vous voulez passer votre message ne sera pas tellement à l'aise, vous pouvez, pourquoi ne pas choisir encore un autre type de graphique en fonction de l'audience et des types de données que vous avez et ce que vous voulez faire. Si c'est la comparaison, il faut peut-être un type de graphique spécifique. Si c'est pour voir la tendance avec le temps, il faut aussi voir le type de graphique à choisir. Slide, please. En Power BI, nous avons presque les mêmes commandes à faire. Il faut sélectionner la source de données dans votre ordinateur. Il faut sélectionner la source de données. Ça peut être une base Excel. Et comme c'est une base Excel, vous êtes peut-être appelé à faire l'exportation en Power BI. Ça peut être une source en Word. Il faut aussi savoir comment utiliser les données qui sont dans Word. Donc là, il faut sélectionner la source de données dans votre ordinateur. Il faut avoir peut-être créé un dossier dans peut-être au bureau, mais vous avez créé un dossier dans My Documents, mes documents qui vous permet maintenant, où là vous allez stocker des informations que vous voudriez faire. Utilisez Power BI à développer les visuels. Donc là, vous choisissez les sources de données et là, il faut aussi vous assurer comment ces données sont structurées. Comme je disais tantôt, ce n'est pas conseillé que ces données aillent soit avec des fusions à l'intérieur. Une fois qu'il y a des cellules qui sont fusionnées, ça crée des problèmes pour la manipulation en Excel ou en même temps en Power BI. Donc, c'est à vous maintenant, une fois que vous avez développé vos différents tableaux ou bien vos différentes feuilles, assurez-vous qu'il n'y a pas après avoir traité les données, parce qu'on est passé par l'étape de validation des données et vérification et validation des données. Une fois que vous avez traité ces données, vous assurez qu'il n'y a pas de cellules fusionnées. Et là, vous pouvez facilement exporter ces données dans Power BI. Et les mêmes étapes qu'on a utilisées là, ce serait très facile. Il faut saisir les indicateurs sur les différents axes, les axes de X et les axes Y,
Tout ça se retrouve dans l'onglet qui est devant vous. Le moment qu'on va faire le comité de pratique, on va prendre un exemple et là, nous allons faire ça ensemble. Chacun sera appelé, ceux qui ont le Power BI dans leur machine seront appelés à pratiquer ça pour faciliter la compréhension. Et quand vous avez sélectionné la source de données, vous avez importé les données dans Power BI, c'est facile maintenant là, de choisir le type de graphique que vous voulez aussi présenter. Et comme je disais, ce type de graphique, c'est en fonction de l'audience, c'est en fonction des spécificités de la variable, c'est en fonction même de l'information que vous voulez faire passer. Si c'est la comparaison, il faut savoir le type de graphique à utiliser. Si c'est une donnée, vous voulez montrer la tendance avec le temps, il faut savoir que c'est souvent peut-être les linéaires à utiliser. Donc là, comme je disais, nous avons déjà vu le 6 décembre passé comment faire le bon choix de visuel. Cette leçon, ou bien ce qu'on a fait le 6 décembre est applicable pour n'importe quelle application qu'on veut utiliser, ou c'est Power BI, Excel, tableur, Domo et console. C'est le même principe et le même à respecter, peu importe le logiciel que vous utilisez. Slide, please. Ici, nous avons un exemple de l'application de leçon qu'on a fait, on vient de faire. Nous avons eu à faire ce tableau, ce dashboard pour un projet au Cameroun, le CLM, Community Led Monitoring Project, qui est mené par CAP au Cameroun. Donc, nous avons travaillé ça en se servant de Microsoft Excel et en même temps avec Power BI. Mais pour des raisons pratiques, on a été appelés à donner préférence à Microsoft Excel parce que l'accès à Microsoft Power BI nécessite les licences et ils avaient cette difficulté d'avoir ces licences. Donc, nous avons travaillé ça avec Microsoft Excel. Celui-ci, avec ce tableau dynamique croisé, c'est possible de voir l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet par mois et même par structure sanitaire où on mène ces enquêtes mensuelles. Aussi, voir l'état d'avancement des données, l'état d'avancement des indicateurs. Donc, on peut comparer le nombre, le résultat d'une période donnée aux cibles. Donc, et pour un administrateur, tout ce que nous avons fait, le traitement de données, la collecte de données, le traitement de données, les analyses, même les vérifications même, lui, l'administrateur est là pour voir ses tendances à travers son dashboard. Parce que si vous avez une base de données avec peut-être combien d'individus, 3 000 individus, 30 000 individus, et vous présentez ça devant votre hiérarchie, ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de faire les analyses. Même s'il faut faire cette analyse et cette présentation, ça va nous prendre assez de temps pour prendre des décisions. Une fois qu'on a développé ce dashboard, et voir avec des indicateurs qui sont incorporés, là, il voit l'état d'avancement pour tout le projet à un moment donné. C'est le même graphique, si c'était dynamique, comme c'est un tableau dynamique, on peut voir la situation de chaque par structure sanitaire même. On peut même voir par région où le projet est, qu'on mène le projet, et même l'organisation à base communautaire qui est en train de mener cette activité. C'est possible avec des petits clics de voir l'état d'avancement et la situation à un moment donné. Et avec ça, les différentes décisions, si c'est la supervision à faire, ça va orienter la supervision plutôt être fait. Ça va orienter même si on veut peut-être octroyer des kits de dépistage dans une zone, ça peut aussi donner cette information. Ce projet, c'est pour la mise en œuvre de projet avec qui vous avez le visuel de l'image de tableau croisé dynamique qui a été fait a pour but pour renforcer la mise en l'utilisation, l'application de la gratuité de certains
de certains produits ou au bénéfice de personnes vivant avec le VIH. Donc, si nous constatons peut-être que le taux d'adhérence à cette politique est inférieur et en bas de la cible dans une région, dans une formation sanitaire, les ONG sont appelés, qui font cette mise en œuvre, sont appelés à organiser des réunions d'advocacy, des réunions de plaidoyer auprès des prestataires de services afin à ce qu'ils adhèrent aux différentes politiques. Donc, à travers le résumé comme ça qui est devant nous, si nous arrivons à faire pour beaucoup de nos projets, ça va faciliter la décision qu'on prend, ça va faciliter la mise en œuvre et ça va donner la situation du projet à un moment donné. En bas, nous allons voir comment on a appliqué, peut-être utiliser les résultats d'un dashboard pour revoir la mise en œuvre d'un projet en Côte d'Ivoire. Slide, please. Oui, nous avons ici un cas pratique. C'est un projet en Côte d'Ivoire où nous apportons aussi des appuis. Le projet s'appelle le Local Health Supply Procurement Logistic Activity, qui est mené par ce qu'on appelle la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, financée par USAID. Donc, c'est la centrale d'achat de produits pharmaceutiques en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont eu ce projet qu'ils ont appelé Local Health Supply Procurement Logistic Activity et que je pense que j'ai vu ça tellement intéressant que j'ai voulu partager avec vous, que vous allez voir comment la difficulté qu'ils ont, c'est le constat et la décision qui a été prise à base du fait qu'on a pu bien utiliser les données pour prendre des décisions tellement importantes pour la mise en œuvre de ce projet. Slide, please. Oui, ici nous avons la renaissance des antipaludistes en Côte d'Ivoire, une décision basée sur les données. Ils ont fait une commande quantité importante d'antipaludistes pour adolescents, les boîtes de 18 plaquettes, en raison de la COVID-19, avec ces contraintes logistiques, fermeture de Donc, il y a eu un surplus de médicaments antipaludiens pour les adolescents sur le point de 28 000 devait se périmètre pour les systèmes d'information à travers le Open LMIS avec le dashboard qui sont incorporés. Nous les avons appuyés pour le développement. Ils ont constaté et aussi la base de données qui est utilisée pour la gestion des stocks, SAGE. On a fait un fichier d'état de stock national et produit et analysé afin de permettre la prise de décision. Donc, à travers maintenant le système de gestion des données et les différents dashboards y compris, ils ont constaté qu'il y avait un surplus en termes de stock pour ce produit. Et là, il fallait maintenant prendre des dispositions pour éviter qu'on aille des antipaludiens périmés. Donc, en bas, là, vous allez voir le résumé, comment le système de gestion des données de stock là, est développé. Nous avons des ESIGL, nous avons aussi SAGE, et à droite, nous avons les différents dashboards qui sont le tableau de bord. Slide, please. Oui, maintenant, grâce à l'utilisation, le résumé qui sort à travers les différents dashboards et en collaboration avec les parties prenantes, la nouvelle pharmacie là, de Côte d'Ivoire, pharmacie de la santé publique,
Peter, I think your audio cut out just now. You might need to repeat the slide. Il y a eu un reconditionnement de près de 29 447 boîtes antibiotiques pour adolescents. Je disais que ici, dans ça, c'est un cas basé où nous avons ils ont pris des décisions basées sur les résultats de tout. Peter, I think your audio has cut out. We'll just give Peter a few minutes to come back in with the audio. Please stand by, everyone. We're having some technical difficulties. Oui, nos excuses pour cette. Bon, vous allez m'excuser, c'est pas moi qui donne. We heard you for a second there, Peter, but we can't hear you anymore. L'Internet, et je suis utilisateur. Donc, je disais que grâce à cette relation entre les parties prenantes qui sont la salle de lutte contre le paludisme, il a donné 29 000 cas adolescents aux 22 antipaludiques pour les adultes. Hello? Hi, Peter. Yeah, we have you back. Perhaps you cut out right at the beginning of this slide. Could you perhaps start from the beginning of this slide? Yes, I will start again, please. Thank you. Mes excuses encore pour cette difficulté qui ne me revient pas. Je disais que il y avait un souci là-bas en Côte d'Ivoire. C'est un des projets où ASAP apporte des appuis. Comme je disais, qu'il y avait le risque de péremption de 29 447 boîtes antipaludiques destinées aux adolescents. Mais grâce au système de gestion des données et des différents tableaux de bord qui sont développés à l'intérieur, ils ont pu constater et maintenant prendre des décisions en temps opportun. Donc, les 29 444 boîtes ont été reconditionnées à près de 22 375 boîtes antipaludiques. Maintenant,
pour les adultes. Donc, il y avait sur stock pendant l'achat de produits antipaludiques pour les adolescents pendant la période de Covid. Il y a eu sur stock dans cette centrale d'achat. Et maintenant, au lieu de les laisser périmer, et grâce maintenant aux différents dashboards par rapport au niveau maximal de stock et le niveau minimum de stock, on a constaté que la demande, ou bien ce qu'on attendait, et la date de péremption, il y a un risque de la date de péremption, on a vu que la quantité disponible à ce moment-là était supérieure et ça pouvait donner lieu à une péremption. Donc, ils étaient obligés maintenant de reconditionner ces antipaludiques. Bon, il disait que pour éviter le gaspillage de médicaments, ce reconditionnement a évité le gaspillage de médicaments essentiels. Le stock à risque restant pour les AL, intermittents lumefantrine, est de 2 mois, avec première date d'alerte en mars 2023. Alors, ça a soulagé les personnes. Et le stock reconditionné des AL, lumefantrine, lumefantrine, intermittent lumefantrine de 24, restant est de 2 mois avec première date d'alerte en janvier 2023. Donc, ils ont gagné en temps au lieu de laisser maintenant ce produit se périmer grâce à notre système de gestion des données et les différents tableaux de bord qui y sont. Ils étaient informés à temps et les décisions nécessaires ont été prises. Donc, en termes financiers, vous pouvez imaginer ce qu'ils ont gagné. Ils ont préservé près de 500 millions de francs CFA en valeur pour les médicaments. Voici le montant qu'on risquerait, on devrait peut-être perdre si ce produit pour les antipaludiques, pour les adolescents, n'était pas reconditionné et utilisé et réparti maintenant dans les forfaits pour utilisation pour les adultes. Donc, la Côte d'Ivoire, dans le financement reçu par du fonds reçu de l'USAID, devait perdre près de 500 millions de francs CFA. Ça, c'est énorme, beaucoup d'argent. Ce cas illustre la puissance de la prise de décision basée sur les données probantes dans le secteur de la santé. Donc, j'ai préféré donner cet exemple pour que nous voyons l'utilité des différents dashboards pour les décideurs. Le décideur qui reste dans son bureau, il voit cette centrale d'achat. Maintenant, grâce aux différents tableaux de bord, ça lui aide à mobiliser ses partenaires pour les informer que non, il y a un produit là qui. Et si nous voyons le taux de consommation mensuel, nous pensons que ce produit avait une date de péremption donnée. Si on ne reconditionne pas, on risquerait de perdre. Donc, grâce à ça, ils ont travaillé. Maintenant, ils ont. Peter, I think you've cut out again. Économiser au lieu de gaspiller ça. Slide, please. Wow. Am I back, please? Yeah, yep, now we can hear you. Can you hear me now, Melissa? Yes. Yes, I can. OK. OK. Thank you. Bon, je pense qu'on a bien suivi le dernier slide là. Sinon, on peut encore le voir. J'espère que le réseau va me permettre de continuer. Si vous avez des questions sur la présentation qu'on vient de faire, comme je disais, il y a le Q&A là. Donc, on va regarder là-bas. S'il y a des questions, on va essayer de répondre. Et si vous pouvez aussi envoyer ça même par chat. So, can you let me know whether there are some questions in the Q&A, please? Doesn't look like there are any questions, but perhaps now that we've reached the Q&A section, perhaps participants have questions. So they are free to ask them in the chat or in the Q&A box.
Vous pouvez poser vos questions dans la boîte de dialogue de questions-réponses. Là, on va essayer de répondre, ou bien dans la boîte de chat. Là, on regarde, nous sommes là à votre disposition pour apporter des réponses si jamais il y a des questions. We have a couple questions. Just a second. The first is in the chat and it says, oh, I'll respond to that one. It says, can we have all these presentations? You can let them know that they'll be available later today on the ASAP resources page. Oui, je vois une question là. Avez-vous des tableaux de bord sur la gestion budgétaire? Bon, la manière que je peux répondre est qu'on peut plutôt vous accompagner pour développer les tableaux pour développer les tableaux de bord. Il faut savoir ce que les partenaires en demandent. Bon, on doit avoir un échange. You've cut out again, Peter. Directement au niveau des besoins ne sont pas plutôt vous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous faire. Did you get me? La question de You cut out for the end of that question, but we heard most of it. Oui, vous avez posé la question. Oui, vous avez posé la question si on peut. Est-ce que vous voulez savoir si on peut avoir un manuel ou un guide standardisé pour développer ou utiliser les tableaux de bord? Bon, je pense que c'est les différentes étapes pour développer un tableau de bord, comme peut-être nous avons des différentes étapes, comme pour partager. Nous avons eu un webinaire comme ça que nous avons formé les gens pour développer les dashboards. Donc, si cette information, je pense qu'on peut partager cette information, ça va dépendre comment vous allez utiliser. Comme je vous disais là, c'est une connaissance, c'est une notion ou qui est on applique ça en fonction de la structure où on se retrouve. C'est vrai que les équations, bien comme si c'est par Excel, il faut passer par, comme je dis, les Power les pivot tables, mais il faut savoir comment les différentes étapes à suivre et la demande. Quelle information vous voulez faire passer et à qui et quand. Bon, nous avons parlé sur les caractéristiques ou bien les questions sur les besoins, parce qu'il faut recenser les besoins des utilisateurs avant de vous mettre à développer un dashboard. Donc, les étapes pour développer sont presque standards, mais pour développer pour une structure, il faut bavarder, il faut discuter avec les prestataires, avec les partenaires de mise en œuvre. Ça peut être le bailleur, ça peut être même la structure qui fait cette mise en œuvre, ça peut être même les autres utilisateurs. Là, si vous avez leurs besoins et vous discutez avec eux, vous vous accordez sur leurs besoins. Maintenant, là, nous venons et nous voir la structure de votre base de données. On va s'accorder sur comment les différents visuels à inclure dans votre dashboard et comment on va faire la mise à jour. Parce qu'à l'aide d'un dashboard,
on va s'accorder sur la période de la mise à jour. Peut-être ce n'est pas mensuellement, cette mise à jour, on fait la mise à jour chaque semaine, mais chaque semaine de mise à jour peut être utilisée. On voit que le taux, peut-être le nombre de personnes dépistées positives, on attend peut-être 20 par mois. On voit que la première semaine, vous êtes encore à 3, à 2. On peut, à travers le dashboard qui est interne, on peut vous demander aux gens qui sont en train de travailler dans cette structure, voir, il faut améliorer, il faut étendre la couverture afin de réaliser la cible pour une période donnée. Donc, nous pouvons vous donner le guide comment il faut développer un dashboard, ça c'est vrai, mais l'adaptation dans votre structure dépendra maintenant des besoins, le contexte de votre projet, les différents indicateurs que vous avez, les cibles que vous avez. Donc là, copier-coller, c'est presque difficile, mais les notions de développement de dashboard sont les mêmes. Merci, je ne sais pas. Autre question? We have a question here, Peter, about data dashboards for budget management. Can you explain a little about that? Yes. Melissa, You cut out. Okay. Hello, Peter, are you with us? We apologize for the technical delay. It looks like we're having a connectivity problem. Hello, Peter, can you hear me? vous allez encore m'excuser pour, ça ne me revient pas, c'est pas technique. Je disais par rapport, est-ce que les coupures de réseau Internet seront corrigées sur le webinaire en ligne? Oui, on fait tout le nécessaire pour corriger ces erreurs, les coupures Internet, mais ce n'est pas ASAP qui fournit l'Internet. Donc, ça dépend du pays où vous êtes. Donc, si jamais vous êtes même, il y a coupure de courant, je ne sais pas ce que ASAP peut faire pour gérer ça. C'est des problèmes externes d'ASAP. On a pris toutes les dispositions pour avoir le net, mais de temps en temps, ça part. Donc, veuillez nous excuser pour cette erreur qui est externe d'ASAP. Ce n'est pas de notre faute, je vous en prie. Veuillez nous excuser. Bon, par rapport au collègue qui a demandé, je vais revenir encore sur le tableau de bord de suivi budgétaire. Je rappelle, je vous en prie, un tableau de bord de la structure A n'est pas forcément le même tableau de bord de la structure B, parce que les activités, les deux structures, comme je dis, centrales d'achat de mes produits pharmaceutiques. Le tableau de bord là-bas sera différent pour peut-être la formation sanitaire qui est en charge de personnes vivant avec le VIH.
parce que le contenu est différent. Les demandes vous recensez les besoins. Vous allez même décrire dans cette demande, proposer les figures. C'est pas facile de dire que ce qu'on a fait pour l'institut. Peter, we're still having a hard time hearing you. Perhaps you can type in some answers in the chat. We have a question here about can you hear me first of all? Hello, Peter, are you able to hear me? Le dashboard, peut-être les adaptations, le processus. Donc, l'essentiel, je parle d'adapter ça sur votre besoin. Merci. Oui, nous pouvons encore aller sur la question de notre collègue là. Melissa, can we see the question? Il a des questions, les différents rôles et responsabilités dans le dashboard. Oui, c'est très. Il y a celui qui fait le développement, il y a aussi il y a ceux qui sont là. Peut-être vous faire pour une fois que les données sont à votre niveau, vous faites le nettoyage, vous nettoyez les données, le traitement des données. Et maintenant, là, il a déjà conçu les différents visuels, fait les différents liens, les différents tableaux, les différentes variables qui sont à l'intérieur avant de faire ce que nous voyons en visuel sur une feuille, si c'est en Excel. Il y a beaucoup de travail à l'intérieur, par derrière qu'on ne voit pas. Il y a des macros qu'on développe. Donc là, on va limiter. Peut-être il y a une personne qui est responsable à développer le macro pour les différentes équations ou formules dans toute la base. Il y a celui qui peut être l'instrument pour charger. Donc, comme vous allez dire, comment on peut limiter? On définit le rôle de chacun et on donne les différents mots de passe. Donc, si vous avez un mot de passe qui vous délimite seulement pour voir, vous allez seulement voir. Vous pouvez avoir un mot de passe qui vous permet maintenant de faire des modifications. Et même si c'est pour faire des modifications, peut-être pour une variable ou bien des modifications pour une zone géographique donnée. Donc, cette définition, hiérarchisation de la base de données, même doit commencer même dans la base de données. Et on pourra aussi avancer avec les différents dashboards. Donc, c'est très, très possible et très conseillé même de délimiter les fonctions, et les rôles et responsabilités dans un tableau de bord, y compris même la base de données. Oui, merci pour la question. Vous voulez savoir, est-ce que la visualisation en ligne est possible sans licence? Si oui, quel site? Bon, je pourrais regarder la question d'une autre manière. Il faut d'abord avoir la licence d'une application. Si c'est une application en ligne, je prends le cas de DHIS. Lui, on dit c'est un open source, c'est gratuit. Mais quand tu veux travailler, il faut maintenant avoir, c'est open à tout le monde. Quand il faut travailler là-bas, il faut penser avoir un serveur.
à un certain niveau. Si vous travaillez avec l'application qu'il y a une structure qui utilise ici au Cameroun pour la gestion des CLM, Kobo Toolkit, elle est aussi gratuite à un certain niveau. Mais si la base de données a déjà une capacité à un certain niveau, on vous rappelle des pays. Donc, il y a des versions, des capacités que vous pouvez stocker gratuitement. Mais le développement de ce dash, de différentes formules, des différentes équations, les syntaxes qu'on développe, ça ne vient pas gratuitement comme ça, sauf peut-être dans le cas peut-être je vois pour le DHIS où on a déjà développé pour le WHO, l'Organisation mondiale de la santé, où tu vas voir des dashboards par rapport à la qualité des données. Bon, là, quelqu'un aurait développé ça. Donc, vous-même, vous devriez aussi développer à vous-même faire l'architecture de votre base de données en DHIS. Donc, dites que vous allez télécharger et utiliser gratuitement. Qui va saisir les données? C'est toujours vous. Ce n'est pas comme c'est en ligne que les données vont subitement être dans cette base de données. C'est vous qui devrez saisir les données en ligne. Et quand vous saisissez, qui doit développer les formulaires? C'est toujours vous. Donc, que ça vienne, sauf si vous avez quelqu'un au niveau central qui fait ce développement de l'application. Et maintenant, il envoie aux collègues au niveau régional ou bien dans un niveau national level, on peut envoyer à ce niveau-là là pour l'utilisation seulement, pardon. Donc, dire que vous allez une application en ligne qui vous donne le dashboard. Mais vous allez voir, ce sont des exemples. Mais le dashboard pour votre structure, vous devrez travailler ça avec quelqu'un qui a la main mise sur ça. Ça ne vient pas comme ça. C'est comme même l'application de saisie des données. Il faut quelqu'un qui doit venir là, même ça peut être quelqu'un de chez vous qui a cette compétence et traduit vos besoins dans un langage informatique à travers un logiciel et vous dit utilisez seulement. Dit que vous allez télécharger une application et subitement, vous avez le dashboard de votre structure. C'est non. Donc, nous allons partager, on avait fait un cours là, comment développer un dashboard en utilisant Excel. Donc, nous allons partager ça avec vous. Et on va essayer d'abord de mettre ça en français parce que c'était la version en anglais. On va essayer de mettre ça en français et ça va faciliter ça. Je disais que ça serait dans ce qu'on appelle la communauté pratique du groupe, suivi évaluation. Donc, nous allons mettre ça en français pour passer le message pour que tout le monde comprenne. Avons-nous d'autres questions? Peter, we have a few questions in the Q&A box. There's one here about, can you comment on the responsibility of each actor in the use of data throughout the intervention chain? So a data manager, a monitoring evaluation manager, a coordinator, etc. Yeah, Melissa already answered Oh, you that. did that one. Sorry. Yes, thank you. Did you answer the question about free licensing and what are some options for visualizing data with free software? I've already done that as well. Thank you. Okay. And then there's one last question here about is there a manual or guide for developing or using dashboards? Yes, I have answered that. Excellent. I opened the Q&A and I said we have a manual in English for use of Excel in developing a dashboard. So we'll try to put that in French and why not share. So, and that quand nous allons avoir nos comités de pratique, on va dérouler ça et là, on va étape par étape, pendant peut-être 3-4 heures par jour, voir les différents processus pour développer un dashboard en français et en anglais. Ce serait dans les travaux. Excellent.
Okay, I think that's all of the questions, Peter. If you wanted to ask anyone else if they have any last questions. If not, we can end a little bit early. Looks like Peter's audio cut out again. Mes excuses encore. Je disais que nous avons un guide, nous avons une documentation pour le développement du dashboard. C'est en anglais. C'est un module qu'on a développé quand on a fait former certains collègues en anglais. Donc, nous allons essayer de le mettre en français. Et pendant les travaux pratiques, quand nous avons un comité de pratique, nous allons organiser et là, on va dérouler ça étape par étape. Je disais que quand nous avons fait ça pour en anglais, ça nous a pris 3 jours. 4 heures par jour, parce que ce sont des modules, c'est un élément pratique où vous devrez être connecté, vous devez avoir votre ordinateur, et là, vous devez être attentif, même si c'est en ligne. Donc, on vous dit, faites telle chose, vous faites, faites telle chose, vous faites. Vous-même, vous allez voir que ce n'est pas si difficile comme on en pense. C'est quand on peut peut-être aller, avec cette notion de base déjà en Excel, on peut facilement aller dans Power BI, Looker et les autres. Je ne sais pas s'il y a autre question. Oui, we have already answered this question. Avez-vous des tableaux de bord sur la gestion budgétaire? Nous avons déjà répondu à ça. Est-ce qu'il y a autre... il faut noter que le tableau, il n'y a pas un tableau de bord qui est à utiliser dans tous les projets. Non, chaque projet définit ses besoins en fonction de ses partenaires. Et chaque projet a ses spécificités de type de données qu'il collecte, a ses spécificités sur les indicateurs de progrès. Donc, à base de ça, nous développons des tableaux de bord. Si c'est pour le suivi budgétaire, là, il y a des indicateurs aussi à utiliser pour le suivi budgétaire. Sûrement qu'il y a peut-être taux de décaissement, je ne sais pas. Là, il y a certains indicateurs qui sont standards. Mais peut-être il y a aussi des spécificités par projet. Donc, ce serait mieux, comme j'ai Peter, I think you've cut out again. vous commencez à demander, savoir le besoin de les gens voudraient communiquer, comme vous y communiquez, parce que ce n'est pas toute la base. La question encore de que le logiciel est de licence pour une gestion efficace des données. Oui, Peter, you've cut out one more time. I think this will be the last question as we're having significant connectivity problems. Peter, can you hear me?
formation. Je ne sais pas si on pourra payer ça pour que ça soit pour peut-être plus de 20 postes, 10 postes, je ne sais pas. Proportion de ce que ça peut. Oui, je vais encore continuer. Vous avez dit, est-ce que le logiciel, mais ça pour la gestion des données, j'ai dit oui, que vous voudrez payer, on paye, souvent on paye. Si c'est pour il faut voir à quel niveau ce logiciel, ça joue sur le montant. On ne peut pas aussi, je ne pense pas qu'on pourra. Melissa, did you hear me? No, you've cut out. Hello? Hello, Melissa. Hello? Hello? Can you hear me now, Peter? Hello? Um, hello, Peter? I'm gonna stop. Question que vous avez demandé, quels sont les domaines concernés par le projet ASAP. Nous avons tant de domaines qu'on fait. Il y a le suivi et évaluation. Je commence à voir avec les domaines que moi-même je fais. Nous avons la gestion financière et conformité. Nous avons le genre. Nous avons à, gouvernance. Et nous avons aussi le développement de ASAP. Peter, can you hear me? À identifier dans une structure de gestion financière et conformité. Il y a le genre, il y a la surveillance et il y a aussi un là qui business development, chercher le financement. Donc nous avons des partenaires locaux dans ces domaines. Et ces partenaires locaux en fonction de. My connection is cutting. I'm asking. Oh shit. Peter, I can hear you now. I stopped sharing and maybe that will help with the bandwidth.
Hello. Hi, Peter. I can hear you now. Peter, we don't have any more questions, so if you want to close us out, we can go ahead and close. If you can hear me. I'm really sure. Yeah. So can you hear me also? I can hear you now, Peter. Okay. Mm, I will but it- answer challenges when I was internet challenges when I was answering. Bon, vous avez posé, il y a une question là qu'on m'a demandé. Avez-vous, non, il y avait une question par rapport à les différents domaines que ASAP intervient. J'ai dit que ASAP a financier et conformité. Deux, il y a le suivi. Quatre, nous avons aussi aspect jargon, la communication. Et il y a aussi le développement des affaires. Ça, c'est déjà le sixième domaine. Donc, nous avons ça parle des différentes lacunes qu'on a fait à base de. Et là, nous avons une définition des différents domaines. Et aussi, c'est en fonction aussi de USAID, le bailleur. D'autres questions, je vous en prie. Just to double check that this time they. Ah, shit. Peter, I think we can probably close out if I can hear you right now. So there are no further questions in the chat or in the Q&A box. Okay, but I'm not so happy because of connectivity issues. But I think we provided responses to all the questions, and we make some repetitions left and right to cover up for the connectivity issues. Je pense qu'on a essayé de répondre à vos questions. Oui, je sais qu'on a eu des difficultés de connexion, mais quand la connexion était bonne, on est revenu sur des questions, on a des réponses encore, on a répété certaines réponses. Donc, on demande des excuses pour le problème de connectivité qui n'est pas de notre ressort. Donc, s'il y a une dernière question, vous pouvez poser. Sinon, on peut peut-être faire économie de temps et on reprogramme une autre séance. So, over to you, Melissa. I have already indicated to them that we can call it off, and maybe if there are further questions, they can write. But I think we've answered all the questions in the chat box and those that came in Q&A. So, but it's not a very, very brilliant one because of connections. That's okay. We also will have more webinars in January. So if people want to join in January, hopefully we'll have a solution for the connectivity issues. And just thank you everyone for coming. And we hope to see you again in future webinars. OK. Avec d'autres webinaires programmés pour janvier, je pense que la connexion sera mieux à cette fois-ci. On pourra encore répéter ce webinaire et prétendre à répondre à toutes vos questions. Donc, veuillez préparer des questions plus même. Et pendant aussi les travaux pratiques qu'on va faire, les comités de pratique,
même si vous faites en finance, veuillez participer et reposer ces mêmes questions. Et on va traduire, essayer de répondre ça en manipulant même nos ordinateurs pour faciliter votre compréhension. Merci pour votre participation et à très bientôt. Thank you and see you next. Thank you, everybody.